Je comprends la décision, mais les leurs relevaient clairement de la création de fake news contre Flavio Bolsonaro, d'où leur suppression. Sacrée histoire. Vous avez dit que vous aviez essayé de démentir une fake news concernant un possible envoi de missiles américains ici au Brésil. Mais selon la décision prise par le ministre André Mendonça, vous avez fini par promouvoir une autre désinformation. Quand vous faites ce lien entre l'argent qui circule dans les organisations criminelles et les campagnes du PT, même si vous avez utilisé des termes comme soupçon, supposé, cela fausse le jeu. Cela parle d'une pratique qui est criminelle mais non prouvée en l'associant à un parti qui, évidemment, est en lice pour la présidence de la République. Le député Sochnes, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas donné d'explication qui puisse être considérée comme raisonnable. L'argent qui a été trouvé dans son armoire, environ 469 000 réais. Mais pour revenir à ma question, nous avons un camp politique qui accuse l'autre de crime et essaie de se montrer meilleur aux yeux de l'électeur. Pourquoi les États-Unis finissent-ils par intervenir comme arbitre dans cette situation? Pourquoi demander à l'ambassade des États-Unis d'apporter la vérité ou de faire la lumière sur les faits? Avez-vous déjà officialisé cette demande? Avez-vous déjà eu un premier retour? Et dans quelle mesure pensez-vous que la réponse va définir l'issue de la situation? Eh bien, tout d'abord, ma déclaration, même si elle est formulée comme un soupçon, concerne le gouvernement américain. Elle ne concerne pas Internacorp, donc nos affaires ici au Brésil. Ma déclaration portait là-dessus. Il y a des soupçons que le gouvernement américain pense qu'il y a de l'argent du crime organisé dans les campagnes. J'ai la conviction, à partir de tous les articles, de tout ce qu'on lit et des arrestations, que dans les partis de gauche latino-américains, c'est évident. La seule question qui peut se poser ici maintenant, et c'est là que j'ai eu un doute et que j'ai consulté l'ambassade américaine, c'est de savoir si ce soupçon est réel, y compris pour le PT, ou non. Et maintenant, c'est à eux de se prononcer. C'est public et notoire. Toute la presse mondiale sait que des partis latino-américains sont financés par le crime organisé et que des partis de gauche latino-américains reçoivent des financements du crime organisé dans plusieurs pays. Cela est déjà public, c'est notoire. Maintenant, il reste à savoir si c'est aussi le cas du PT. C'est pourquoi, comme j'ai évoqué les soupçons du gouvernement américain, ce sont eux qui peuvent maintenant dissiper ce doute, si j'ai totalement raison ou totalement tort. Si l'ambassade ne répond pas, cela fragilise-t-il votre argument? Non, au contraire, cela renforce mon argument. Si elle ne répond pas, je pense que ni moi, ni celui qui a pris la décision, dans ce cas le ministre André Mendonça, ne pourront affirmer être sûrs à 100% parce que la seule phrase qui a dérangé dans toute ma vidéo, c'est celle-là. La grande différence, c'est que seule cette phrase a dérangé le PT. Donc, ceux qui peuvent clarifier si ce soupçon existe ou non, c'est le gouvernement américain. Je ne peux m'adresser qu'à l'ambassade pour faire cette demande au gouvernement Trump. C'est ce que j'ai fait. Ça a été une déception, cette décision de sa part, d'une certaine manière, parce que, juste pour compléter, lors de la conférence de presse, vous vous êtes même adressé à lui en l'appelant ministre Alexandre de Moraes. Je ne sais pas si c'était un lapsus ou une sorte de provocation. Non, c'était sûrement un lapsus. Je ne ferai jamais ça exprès avec un ministre. les initiales sont les mêmes, n'est-ce pas? Je n'avais jamais pris le temps d'y réfléchir. Bonne analyse. Non, ce n'était pas une provocation. J'ai du respect pour le ministre André Mendonça et pas seulement pour lui. Je pense que les ministres de la Cour suprême, tous méritent notre respect et notre considération. Mais tout le monde sait le rapprochement que nous avons, y compris à travers les convictions religieuses. Quand il a été nommé, j'ai beaucoup contribué pour aider lors du vote au Sénat. C'est public, tout le monde le sait et il y a beaucoup d'affection. Déception, pour répondre précisément, non, car je pense qu'on ne peut pas juger un être humain uniquement sur ses erreurs. Nous, tous les êtres humains, avons des vertus et des défauts, et je ne juge aucune relation humaine par les erreurs, mais toujours par l'ensemble des réussites ou par la somme. Qu'est-ce qui importe le plus, les réussites ou les erreurs? Grâce à Dieu, j'ai la conviction que nous ferons tous des erreurs. Je n'étais pas d'accord avec sa décision dans ce cas, je l'ai respecté, mais je n'étais pas d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que je vais être déçu par les belles décisions qu'il a prises. Oui, et je comprends, et il est bon d'établir un critère, les fake news. Les fake news ne sont pas encore un crime au Brésil. Oui, je condamne totalement la pratique des fake news, mais il n'y a pas encore eu de législation faite par le Congrès national qui est celui qui élabore les lois pour affirmer que les fake news sont un crime.
Je suis totalement opposé à cette pratique. Je déteste ça. Je trouve horrible ceux qui produisent des fake news de manière consciente. Je pense que parfois, on peut même produire une désinformation de manière inconsciente. Même la presse elle-même, de temps en temps, cela lui arrive, mais je suis convaincu que ce n'est pas de manière consciente. Mais la fake news délibérée, c'est un tort, c'est un mensonge, c'est une tromperie, et je ne pense pas qu'il devrait y avoir de place pour cela nulle part. Et le Congrès n'a pas approuvé le projet de loi sur les fake news ni aucun autre concernant la régulation des réseaux sociaux, qui n'est pas de la censure mais vise à établir des règles. Pourquoi? Parce que les députés et les sénateurs sont aussi des promoteurs de fake news? Non, vraiment, Basile, je pense que si nous devions nous pencher sérieusement sur le sujet, à un moment donné, si nous venions à débattre de cette question des fake news, elle ne devrait pas concerner uniquement les réseaux sociaux. Nous allons aussi devoir légiférer sur les fake news dans la presse, et c'est là que je pense qu'il y a un grand flou législatif. C'est une zone grise. Jusqu'où va le fait de combattre la désinformation? Est-ce notre rôle en tant que législateur de lutter contre la désinformation, ou bien cela devient-il de la censure? Et là, je suis contre la censure, peu importe contre qui, contre la presse ou contre le citoyen ordinaire, je suis pour toutes les libertés. Et nous avons déjà certaines lois pour réprimer des choses similaires, comme la calomnie, la diffamation. Nous avons déjà des sanctions prévues par la loi pour cela. Oui, ma seule difficulté à légiférer sur les fake news, c'est justement de savoir jusqu'où on peut aller sans porter atteinte à la liberté de l'individu ou du journalisme, qui aussi, à certains moments, peut aussi, à certains moments, être induit en erreur par une source ou quelque chose de ce genre. Donc, je pense que c'est ma réticence à légiférer encore sur ce sujet. C'est très nouveau et, en légiférant sur les fake news, on se concentre sur les réseaux sociaux, oubliant que cela concerne aussi le journalisme traditionnel. Mais il y a une énorme différence dans ce dont nous parlons ici, parce que le projet de loi sur les fake news vise le message, le contenu, et non les messagers. Donc, il ne s'agit pas de règles contre les députés qui déforment l'information, ou les sénateurs qui publient des mensonges. Cela concerne toutes les personnes dans cet environnement numérique. Une loi pour réguler la désinformation de la presse viserait les journalistes, n'est-ce pas? Je ne parle pas du messager, mais du message. Je suis d'accord avec vous sur le fait que nous avons besoin de pratiques plus transparentes et de vérification de ce qui est vrai ou faux à tous les niveaux. Mais cela n'exempte pas le Congrès national d'adopter une loi pour lutter contre les fake news, car, indépendamment de qui publie dans l'environnement numérique, les journalistes seraient également soumis à ces règles, n'est-ce pas? Pourquoi pensez-vous que cela n'a pas avancé? Ils veulent l'appliquer uniquement au numérique. Je pense que lorsque nous discutons de ce sujet sans passion, en pensant uniquement au numérique et en considérant toutes les sphères de la communication, qu'elles soient télévisées, imprimées, tout cela, alors je pense que nous pouvons parvenir à un certain accord. On a l'impression qu'on veut punir uniquement dans le numérique à cause d'une dispute commerciale entre grandes entreprises technologiques et médias traditionnels. Et cela devient très clair pour nous qui avons un mandat, Basilia et Marcella, dans les lobbies qui se font dans les couloirs du Congrès national. Quand on va discuter des fake news, on ne discute pas seulement du contenu comme tu l'as dit ici, bonne journaliste que tu es, et là j'ai tendance à être partiellement d'accord avec toi, mais là viennent les lobbies des deux intérêts commerciaux, des big tech, des entreprises de communication traditionnelles, télévision, journaux et presse écrite, et là commence une guerre dans laquelle nous, en tant que législateurs, nous retrouvons dans une situation difficile. Nous ne voulons pas légiférer sur une guerre commerciale, ce n'est pas notre rôle. Gérer les disputes commerciales entre entreprises privées, entre les big tech, les chaînes de télévision et la presse écrite, ce n'est pas notre rôle. C'est le marché lui-même qui régule cela. Je pense que ces interférences nous ont empêchés de légiférer pour instaurer l'égalité et lutter contre la désinformation, ce que tout législateur souhaite. Mais comment y parvenir? De quelle façon? Nous peinons à trouver cet équilibre. J'espère qu'un jour, nous y parviendrons pour aborder ce débat. Ici, la chef parle du projet de loi qui traite beaucoup de la publicité, n'est-ce pas, dans l'environnement numérique. Peut-être qu'il pourrait diviser, n'est-ce pas? C'était l'une des choses que j'ai défendues. Divisons les sujets, peut-être qu'on pourra avancer. J'ai défendu cela, mais il y a beaucoup de lobbying intense pour tout discuter ensemble. Les intérêts économiques finissent par nuire à un débat qui pourrait être plus sérieux et nous permettre de résoudre le problème des fake news. Chef, je voulais évoquer le TSE, car c'est une année électorale et la Cour est actuellement présidée par Cassio Nunes Marques. Il y avait de grandes attentes concernant sa direction, n'est-ce pas? Cette année, on fait même un parallèle avec la gestion du ministre Alexandre de Moraes en 2022,
L'un des premiers actes de Nunes Marques a justement été d'accepter la demande du PL pour retirer la diffusion de ce sondage Atlas, qui utilisait un enregistrement audio de Flavio Bolsonaro demandant de l'argent à Daniel Vorcaro. Un débat a même eu lieu pour déterminer si retirer ce sondage relevait de la censure. Et j'aimerais savoir comment vous évaluez la conduite de Nunes Marques et ce que vous attendez du TSE pour l'élection de cette année. Il n'est là que depuis un peu plus de 30 jours, un peu plus d'un mois. On ne peut pas juger le travail de quelqu'un sur seulement 30 jours,